Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'articles liés à la data engineering, des fois un petit peu plus loin parce qu'on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de MCP aussi, mais ça peut être lié. Et on va commencer, si ça te va, sur le direct loading de Airbyte. Tout me va. Ouais. Est-ce que tu veux commencer ou je le fais? Ouais, bah, je vais le faire. Comme tu vas faire sur le MCP pour Airbyte, Ouais, je ça vais faire marche. le direct loading. Mhm. Du coup, Airbyte, en fait, avait une méthode de chargement des données qui s'appelait typing and deduplining. Mhm. Euh, il rencontrait des problèmes avec cette ancienne méthode. Ouais. C'est que les données étaient d'abord écrites dans une table brute. Je Mhm. dirais, c'est les raw Mhm. raw tables. Mhm. Je travaille mon accent en ce moment. Sur le système cible. Et donc, elles étaient non typées, non dédupliquées. Ouais. Donc, elles étaient pures brutes. Une requête SQL était ensuite exécutée sur ces tables-là Ok. pour charger les données dans une table finale Mhm. Ok. qui était typée, dédupliquée, donc avec une version toujours Data Lake, Mhm. mais exploitable. Ok. Le souci des tables brutes, c'est qu'elles grossissaient indéfiniment, que forcément les coûts de calcul étaient aussi exponentiels, Ouais. et que la synchro était plus lente. Mhm. Maintenant, ils ont une nouvelle approche qui est le direct loading. Donc les connecteurs, c'est les connecteurs Airbyte qui vont effectuer eux-mêmes les conversions de type. Mhm. Moi, personnellement, ce que j'aime pas trop, je préfère garder la main, Ouais. mais avoir à l'utilisation. Et ces données typées-là, elles vont être écrites directement dans l'étape finale. On va plus passer par les tables brutes. Mhm. Euh, et donc, ça implique qu'il y aura plus besoin d'exécuter des requêtes SQL pour passer les données des tables brutes Mhm. aux tables finales. Ok. Il y aura plus de requêtes pour faire du cast et du dédoublage, quoi. Ouais. Du coup, Moi, ce que ouais. j'aime bien faire, parce que j'aime bien avoir la main, je sais pas ce que tu en penses, mais dans le data lake, moi, j'aime bien mettre tout en string Mhm. et ensuite retravailler avec des casts, des safe casts, mes données brutes Ouais. pour qu'elles soient exactement comme je le veux, soit dans mes tables d'audit data lake ou dans mon data warehouse. Je sais pas comment tu fonctionnes. Chez Auchan, c'était ce qui était fait. Dans le lake, ils mettaient tout en string aussi. Donc, Mhm. il y avait du string. Et après, dans l'étape qui exploitait les pipelines qui exploitaient ces tables sources-là, effectivement, il y a du safe cast ou du cast. Après, ça dépend ce qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait vraiment laisser passer les données avec du safecast pour dire si jamais il y a un problème, c'est du nul, ou est-ce qu'on veut, ça pose un problème, ou Ouais. pas, si jamais il y a une Bon, après, mauvaise sur donnée. cette question-là, j'ai pas. En fait, je suis habitué à faire comme ça. Je Mmh. trouve que c'est une bonne manière Mhm. de faire. Après, s'il le propose de manière native, Mhm. le typage et la déduplication, etc. Je pense que bon, ils ont sécurisé tous les cas spéciaux, ce qu'on appelle les edge cases, Mhm. pour sécuriser l'ingestion de données. Je pense, je pense du coup qu'ils garantissent même l'ingestion de données qui peuvent paraître très exotiques, Mhm. genre des timestamps très, très spéciaux. Ça, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir ce qui est fait, parce que j'imagine qu'il y a quand même la place au paramétrage, dans le sens où même si cette Ouais, donnée-là, tu peux pas la casser dans le bon type, qu'est-ce que t'en fais? ouais, Est-ce que tu la mets de côté pour que je puisse l'exploiter plus tard, c'est genre ça. une table de rejet ou je sais pas, quelque chose comme ça, Mm. ou est-ce que tu bloques la donnée? Est-ce que j'espère et je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau du connecteur pour faire ça, Ouais. et je pense que ça sera mieux. Effectivement, vu que tu as moins la main Mhm. et que c'est plus guidé, j'espère que dans le paramétrage, tu peux quand même faire ta sauce, Mhm. entre guillemets, avoir à l'utilisation. Ouais. Et
Grosse question aussi, c'est l'évolution du schéma. Donc ça, c'est le running gag souvent entre équipes consommatrices et productrices de données. Ah, t'as supprimé une colonne. Ouais, c'est ça. Ça peut vite être la chasse aux packs. En direct loading, les changements de schéma, ils utilisent alter table. Si un type de colonne change et que les anciennes données ne sont pas compatibles, la synchro échoue. Il y a deux options en cas de conflit. Faire un full refresh. Et moins cher mais manuel, corriger les données selon les soucis que tu rencontres. L'évolution de schéma, je sais pas, toi tu terraformes tes tables? Chez Auchan, non. Là, chez ADO, actuellement, il y a du Terraform, mais j'ai pas encore touché. Sur les tables? Sur les Aussi? tables. Ouais, sur la partie création dataset et tables. À voir comment ça aussi ça s'articule avec Terraform. Ouais. Parce que si tes tables sont terraformées, normalement, non, ça veut pas dire que tu as une sécurité. Mhm. Il faut T'as quand un même cadre, non penser, tu as un cadre, mais il faut Mhm. quand même penser aux migrations de données. Pas Mhm. perdre si c'est des données que tu peux pas régénérer Ouais. from scratch. Faut bien penser à une étape de migration, etc. Mhm. Ouais, je sais pas. Le changement de schéma qui utilise alter table, qu'est-ce que t'en penses? Que ce soit automatisé, ça me fait un peu peur. Ça m'est Ouais, déjà arrivé sur des tables de faire de la table, mais par exemple, quand on a besoin de rajouter une colonne sur une table très volumineuse, qu'on veut pas obligatoirement reprendre les données, on veut pas faire un backup, créer une nouvelle table avec un nouveau schéma, puis après faire un insert into parce que ça coûte trop cher. ouais. On veut juste rajouter une colonne. Ça m'est déjà arrivé. Peut-être un alter Et d'ailleurs, rename, peut-être. quand on le fait par Terraform, Mhm. tu rajoutes une colonne. Mhm. Si tu fais de l'historisation, il va te fermer toutes tes lignes et en rouvrir Mhm. le même nombre parce que tu as rajouté une colonne. Mhm. Il va mettre par défaut toutes les données à nul de tout. Ouais. Ouais, Donc c'est au clair. final, même quand tu terraformes, Mhm. ton étape d'écriture, tu te la prends quand même, hein. Après, pour la partie insert into, Le terraform, vu qu'il va la recréer avec une colonne en plus, Mhm. si tu fais de l'historisation du SCD2 par exemple, Mhm. vu qu'il voit un changement, Ouais. il va fermer soft delete toutes tes lignes Mhm. et et rouvrir le même nombre Mhm. avec une validity, date de validité Mhm. à la date de recréation de ta table. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que nous, on terraforme nos tables. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc potentiellement, du coup, même en faisant ça, quand même une phase de réécriture. Mhm. Ouais, à voir à ce niveau-là. Après, moi, ce que je me suis dit aussi sur cette nouvelle fonction, c'est que finalement, ça déplace la charge de travail sur les serveurs Airbyte. Parce qu'avant, la charge de travail, c'était via la requête SQL qui faisait le cast, la déduplication dans la table finale. Mais là, finalement, ça va être les serveurs Airbyte qui vont s'occuper de caster, qui vont s'occuper de dédupliquer aussi. Donc, à voir. Tout le compute se fait chez eux. Bah, sur cette partie-là, ouais. Donc, ça va sûrement coûter plus cher. À voir combien ça coûte plus Ouais. cher. À voir si jamais Airbyte c'est stocké sur des serveurs peut-être on-premise ou cloud, mais qui sont chez le client. À voir est-ce que les serveurs seront adaptés tels quels ou est-ce qu'il faut upgrader ou pas. Ouais. Ça à voir. Ouais. Parce qu'effectivement, ils disent que c'est 50 à 70% moins de stockage, moins de compute, c'est 33% plus rapide, c'est ce qu'ils disent dans l'article. C'est plus rapide sur le système cible, mais vu que c'est déporté, Ouais. à voir. Ouais. Après, Airbyte, je pense que c'est le plus gros acteur de. Les Faftrine aussi, ouais, mais je me rends pas compte des parts de marché. Ah non, je me rends pas compte non plus. Et du taux d'utilisation de ce type d'outil sur le marché. Dans les offres d'emploi, je le vois quand même. Airbyte? Ouais. Ok. Un chiffre hyper pas fiable, mais juste avec mon ressenti, Ouais. je dirais peut-être 10%, 10-15%. Des offres d'emploi que tu as Ouais. vu, il y a du Airbyte? Où il y a du Airbyte ou Ok. du Fivetran, quoi, Un service spécifique pour service l'intégration. spécifique d'intégration de données, Ok. ouais, sur une data platform. Pas hyper. Après, il y a de l'open source comme DLTM aussi, mais donc pour le coup qui est plus moins guidé, qui te guide moins. Ouais. Du coup, je pense pas que c'est un outil personnellement que je prendrais en main pour ma curiosité.
plus s'il y a une mission voilà qui nécessite de l'utiliser. C'est un outil que je trouve intéressant, surtout le fait que ce soit en Python. Je trouve ça d'autant plus intéressant. Enfin, que tu as une possibilité de faire Python avec PyAirByte, je crois. Moi, ça m'intéresserait bien de le tester. Je n'ai pas encore pris le temps de faire ça, mais ça pourrait être intéressant. Après, faut voir à l'utilisation. Ouais, bien sûr. Comme on parlera il y a d'autres sujets dans les articles suivants dont on va parler, où là, tu sens qu'à l'utilisation, ça va enlever plein de pain points, d'irritants, je pense qu'on dit en français. Moi, charger de la donnée, je t'avoue, c'est pas ce qui avec du code custom, c'est pas ce qui me gêne le plus dans le métier. C'est pas cette partie-là qui me fait le plus suer. Mais après, peut-être qu'à l'utilisation, c'est un peu comme plein de produits où tu fais 100 et quand tu y as goûté, après, tu te dis que c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, c'est possible. Après, moi, ça m'intéresserait bien de l'utiliser pour voir un peu ce qu'on peut faire, mais j'avoue, ce qui me fait le plus vibrer, c'est la partie un peu plus intelligence. Analytics. Juste avant, je dirais vraiment sur la partie enrichissement des données, le fait de mettre en place des règles de gestion. Parce qu'analytics, c'était un peu à cheval sur data engineering et analytique. Le fait de mettre de la BI sur ce que tu fais. Moi, c'est vraiment avant la BI que sur la partie engineering. Ça m'intéresse bien. Ok. Je trouve ça intéressant. Parce que sur la partie intégration de données, j'ai rien vu de très intéressant pour moi. Je pluguais un point A, un point B. Potentiellement, je pouvais mettre un truc avec des castes, effectivement, s'il y avait besoin sur le système cible. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire, ou juste déposer des fichiers sur un GCS ou un bucket S3. Il n'y avait rien de spécial. Alors que quand tu t'attaques sur la partie transformation, là, tu réfléchis, tu te dis, tu joins ça, mais en fait, tu as moins de données. Pourquoi tu as moins de données? Là, tu as fait tel truc. Tu as vraiment une phase de compréhension, recherche, réflexion. Et c'est ça qui m'intéresse bien. Et surtout que ce genre d'outil peut être fortement concurrencé par les requêtes fédérées là dont on va parler avec qui fait ça, Starburst. Ouais. Bon, je crois peut-être pas tout de suite, mais juste après, là, je te propose d'enchaîner sur justement sur Airbyte. Ouais, on va continuer sur Airbyte avec le MCP. Ouais, et on reviendra aussi à l'autre solution proposée par Starburst. Ouais, on va faire ça. Qui permet d'éviter en fait de déplacer les données à chaque fois. Et justement, il y a Airbyte qui propose, qui a déjà mis en place je sais pas si c'est un framework, je dirais que c'est un framework quand même. C'est le Fast PyAirbyte. Et Fast PyAirbyte, c'est en gros, on va dire un LLM auquel tu peux poser des questions et qui va te générer automatiquement du code Python pour créer ta pipeline de données, d'intégration de données. En gros, c'est du langage naturel pour créer de l'intégration de données. Et donc ça, avant, c'était, tu devais exécuter ça sur un serveur distant. Sur un serveur, tu t'exécutais, par exemple, Docker, et tu l'exécutais dedans. Et là, ce qui est proposé par Airbyte, c'est directement un paquet NPX, on va dire ça, mais en gros, c'est du Node, ce qui te permet d'avoir un package que tu peux exécuter sur les environnements compatibles à la volée. Donc, par exemple, Cursor, parce que c'est déjà prêt pour l'emploi pour l'interaction avec les LLM. Donc, en gros, tu installes ce package-là directement sur Cursor et ça te permet d'interagir en langage naturel dans ton cursor habituel pour qu'il te génère du code Airbyte pour générer ta pipeline d'intégration. Donc là, il parle de Cursor parce que je crois que c'est celui qui est le plus pris en charge, mais dans l'article, il parle aussi de Claude, Warp. Je connais pas Warp. Tu connais? J'en ai entendu parler. Ok. Mais j'ai jamais essayé. Mais... Ok. C'est avec de l'IA aussi dedans? Ouais. Derrière ça, ils utilisent un connecteur OpenAI et ils utilisent leur propre base de connaissances. Apparemment, ils utilisent un vector store pour stocker en fait leurs connaissances, pour dire selon la question là, tu vas générer ce code là. Donc en fait, il est vraiment, c'est limite un agent Airbyte. Ouais. C'est exactement ça. Ok. C'est ça. Ils disent que la pipeline elle peut être générée entre 60 et 90 secondes, ce que je trouvais plus rapide qu'un humain pour mettre en place une pipeline d'intégration. Après, faut voir le nombre d'allers-retours que tu fais. Si tu donnes un code à 90% bien sûr prêt à mettre en production. C'est nickel. Après, le problème avec l'IA qu'on a aujourd'hui, c'est que
souvent, ça te donne un squelette, mais après, tu dois faire quand même beaucoup de modifications. Ouais, bah, j'ai testé ça justement sur l'application de sélection d'articles pour DataWatch. Pour la petite histoire, j'avais utilisé donc Codex d'OpenAI pour créer une application qui va aller lire des flux RSS, qui va envoyer les titres des flux RSS à l'API d'OpenAI pour faire une certaine sélection liée à la data engineering par rapport aux préférences, etc., que j'ai dû paramétrer dans le prompt. Il me renvoie ça et ceux qui ont été sélectionnés, il va aller les intégrer sur Notion. Et effectivement, avec Codex, rien que pour faire ça, il m'a généré un squelette, mais j'ai dû lui dire non, en fait, il faut faire comme ça, puis après comme ça, et puis après, il a dû changer, il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Et aussi, ce que je remarque, c'est quand on code avec une IA, on a souvent les idées qui arrivent sur le moment. Pour dire, en fait, tu demandes quelque chose, ça te donne un certain résultat, on va dire qui fonctionne, et tu te dis, ah, mais en fait, ça aurait été mieux comme ça, en fait, je le voyais pas comme ça, peut-être que c'est mieux comme ça. Et en fait, tu fais beaucoup d'allers-retours et tu fais de la réflexion en live avec ce que te livre l'IA. Tu restes plus concentré. Ouais. Moi, je suis plus vite dans un flow de concentration que si j'ai juste une doc, 3 bouts de ficelle. Donc, moi, je dirais que la grosse plus-value d'avoir un LLM à dispo, plutôt ça. Plutôt d'être un peu pilote et de conduire une démarche de développement. Ouais, bien sûr. Clairement. Et d'ailleurs, pour digresser encore plus, il y a Amazon qui a sorti récemment ou qui va sortir un IDE. C'est qui? Ah, je sais plus le nom. Mais t'as vu passer aussi la nouvelle? Ouais, je sais plus qui avait posté ça sur LinkedIn. Kiro? Ah ouais, c'est ça. Kiro. Et en fait, c'est un peu le même principe d'un IDE avec de l'IA. IDE, pardon. Sauf que là, tu passes d'abord par une phase de conception. C'est-à-dire, tu passes par, on va dire, des US. Donc, je sais plus si tu mets ça dans un Markdown ou un YAML. Non, je crois que c'est un Markdown. Dans un Markdown. Ouais. Et en fait, tu vas définir toutes tes tâches, tout ce que tu veux. Toutes les specs dedans. Ouais. Et c'est à partir de ça qu'il va te générer ce qu'il faut. Tout compris. Hein. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Bah, ça évite la partie dont je viens de te parler pour dire, en fait, tu fais un truc, puis en fait, t'itères et en fait, tu veux pas ça, etc. Là, potentiellement, tu vas aussi réajuster, mais c'est une nouvelle approche. Bah, en fait, tu guides ton dev à la racine avec la méthode. Et c'est marrant parce que tu avais beaucoup de devs qui disaient ouais, l'IA, on n'est pas prêt d'être au chômage quand le métier saura ce qu'il veut. Justement, là, du coup, AWS coupe l'herbe sous le pied à cette et ils attaquent le problème à la racine. Ouais. Hyper pertinent. Non, clairement. Et je crois que je me suis inscrit justement en plus à la waiting list ou un truc comme ça. Je crois ok, il n'est pas encore dispo. Non, je crois pas celui-là. Peut-être que je confonds, mais non. Non, il est pas dispo. Mais hâte de le tester. Ouais, moi aussi. Ça, pour le coup, pareil, je le testerai très vite. Et du coup, pour revenir sur le MCP, donc je te disais que ça peut générer le code d'intégration, le code Airbyte pour intégrer les données en 60-90 secondes, sachant que la plupart de ce temps-là, c'est l'utilisation du vector search. Donc le fait d'avoir d'utiliser la base de connaissances d'Airbyte pour voir qu'est-ce qui serait le plus approprié selon la question. Et donc ils sont en train de réfléchir pour éventuellement faire évoluer cette approche-là. Okay. Donc peut-être changer, ne plus avoir de l'utilisation de vector search, mais peut-être utiliser autre chose pour diminuer la latence au maximum. Okay. Voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Peut-être on n'a pas expliqué encore MCP, on en a déjà parlé, mais MCP c'est ce qui va permettre de faire en gros. Alors déjà c'est un standard mis en place par Anthropic. Protocole standard. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui va permettre de faire la connexion, pour simplifier, entre un LLM et le système que tu veux exploiter. Ouais. Par exemple, tu pourrais via MCP brancher un OpenAI, par exemple, à un Notion, un OpenAI, un DBT, un OpenAI, etc. Et ça passe par MCP. Ouais. Bah, c'est l'USB de la data.
Donc, on en parlait tout à l'heure en off, mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'avoir des outils qui soient, qui peuvent être connectés partout, qui peuvent être plugués partout. Et le MCP permet de faire ça avec. Ouais, c'est pour ça IA. que je dis, tu sais, c'est le port USB de l'AI. C'est si chaque marque a son port propriétaire, la vie est tout de suite plus compliquée. Ouais. Alors qu'un format standard, et là c'est bien parce que ça vient du monde privé. Alors que par exemple pour le port USB, ça a dû être forcé par l'UE. Ils ont dû tordre le bras à Apple notamment, qui était le plus gros réfractaire. Là c'est bien, ça facilite la vie. Ouais, clairement. D'avoir un protocole qui soit le même pour tout le monde. Ouais. Et alors, il paraît que Sphère s'associe à quelqu'un. C'est qui Sphère? Alors, est-ce que tu peux présenter Sphère? Je pense que tu es le plus à même de présenter. Sphère? Ouais. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la boîte qui m'emploie. Moi, je fais partie de l'agence de Lille, mais c'est une agence nationale, voire internationale, parce que ils ont des agences à Bruxelles et... Ah, ils ont quand même des antennes à l'étranger? Ouais. Ah, je crois que c'était que français. Bruxelles et Luxembourg. Ok. Francophone, mais Ouais. ok. Ouais. Donc, c'est un peu plus que français. Ok. Une boîte, c'est une ESN, pour être clair, et qui a un business model plutôt sur des profils expérimentés. Ouais. Qui fait aussi beaucoup de formations, les formations Sphère Institute. Ouais. J'en ai déjà fait quelques-unes. Ouais. T'as fait celle de Looker. J'ai fait celle de Looker, LookML. DBT? Ah non, c'était un campus. Ouais, c'est vrai que Sphère fait aussi des campus. Mais c'était quand même Sphère qui le faisait, mais pas Sphère Institute. J'ai fait BigQuery. J'ai fait la découverte de BigQuery plus BigQuery pour les data ingénieurs. Je sais plus exactement le titre de cette formation-là. C'était 5 jours. Ouais. Où on voyait tout de BigQuery. Et je crois que j'ai fait un autre truc, mais j'ai oublié. Apache Airflow. Ça avait fait Airflow aussi. Ouais. Ok. Ouais. C'était sur 2 jours? Je sais plus. Ouais, je crois que c'était sur 2 jours. Ouais, donc il y a deux types de formations. T'as les campus, où c'est plutôt... Les agences qui font ça. Ouais, voilà, les agences un peu moins formelles. Même si le contenu est quali, hein, pas de... Ouais, je confirme. Pas de souci, ouais. Et après, là, il y a les Sphère Institute où il y a toute la partie formation, certificat Calliope, il y a tout le package, quoi. Et ils développent une branche, on va dire, que les ESN apprécient pas mal, c'est l'intégration d'outils chez les clients, ce qu'on appelle un intégrateur. On peut parler d'intégrateur Salesforce, d'intégrateur SAP. En fait, c'est des outils qui sont extrêmement utilisés dans les entreprises, où c'est un peu une relation win-win. Tu as l'éditeur qui a besoin d'experts locaux sur le marché local, qui va développer et intégrer leurs produits. Et d'un autre côté, les intégrateurs qui ont forcément une rémunération par rapport à l'intégration de ces produits. Plus le fait de rayonner un peu sur ces outils et d'être un peu référent de ces outils-là. Donc, ça veut dire si on veut les intégrer, on pense tout de suite à eux. Et en plus, en dehors de la commission avec l'éditeur, tu as aussi la prestation. Tu as aussi la prestation qui va avec, effectivement. Comme Sphère, ça fait 2 ou 3 ans qui sont partenaires of the year de Google Cloud. Donc, effectivement, quand il y a des besoins sur Google Cloud, il y a une lumière, je pense, qui s'allume assez rapidement vis-à-vis de Sphère pour les clients. Donc, c'est vrai que ça rapporte aussi pas mal de business. Bien sûr. Et là, il y a un nouveau partenariat avec Starburst. Alors, c'est un peu compliqué pour Starburst. Ouais. Plus sérieusement, c'est la solution pour moi, et on a parlé légèrement tout à l'heure. Si tu es dans un contexte où tu ramènes beaucoup de données de sources différentes, pour moi, c'est l'outil à utiliser.
Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est une solution qui va te permettre d'accéder rapidement aux données. Donc c'est basé sur Trino. Cette techno, elle va permettre d'interroger les données là où elles sont, Ouais, sans de les déplacer et donc les dupliquer. Hein, comme avec Airbyte. Ouais. Comme avec Airbyte. Mhm. Où en fait, Airbyte, alors c'est le principe est assez simple. Airbyte, c'est tu construis une autoroute un pipeline, pour rester dans le langage de la donnée, Ouais. de données, où tu vas copier de la donnée d'un point A à un point B, Mhm. pour pouvoir construire une data platform. Starburst, Mhm. c'est une solution qui va permettre d'interroger directement Ouais. les données dans tes différentes sources. Mhm. Cas typique, tu peux interroger un data lake A, un data warehouse B, une base On-premise. dans ta boîte avec un seul langage, Mhm. SQL. Donc ça t'évite en fait beaucoup de coûts et de maintenance Ouais. des pipelines. Ouais, bien sûr. Donc ça c'est hyper intéressant. Et ça permet aussi de faire des POC. Mhm. Si tu as des besoins métiers qui pop et que tu veux leur répondre assez rapidement, du coup, c'est l'outil parfait. Tu peux rapidement interroger la donnée dont tu as besoin, Mhm. sans être 100% quali au début, forcément, sur toutes les règles de gestion de ton data warehouse. Ouais. Tu peux aller chercher rapidement, voir aussi la qualité de données des sources, Mhm. rapidement te faire une idée aussi pour chiffrer aussi. Qu'est-ce que ça représente comme charge d'aller interroger ces données-là? Ouais. Quels sont les chantiers, l'ampleur des chantiers? Mhm. Et ça te permet du coup de construire rapidement une couche unifiée Mhm. pour requêter. Ouais. T'en penses quoi? Bah, je pense que c'est parfait, effectivement, pour éviter de déplacer les données. Ouais. Le fait pas refaire tout un système pour répondre à un certain besoin. Effectivement, tu as déjà tous tes systèmes en place et tu peux juste mettre une surcouche par-dessus pour tout unifier, comme tu le disais. Et surtout via du SQL. Ça, c'est génial. On reste toujours sur la simplicité avec Ouais. SQL. C'est intéressant parce que c'est un langage universel. Software. Mhm. Quand je dis un software, c'est un développeur Ouais. logiciel. Mhm. Il n'est pas expert en SQL, mais il saura se débrouiller facilement et pouvoir aussi. C'est une solution aussi assez simple pour un dev qui a besoin de comprendre aussi l'architecture, Mhm. de pouvoir faire des requêtes unifiées comme ça, Ouais. de pouvoir s'y retrouver en fait assez facilement et pas de toujours passer par un tel ou un tel. Alors, Mhm. forcément, il faut être rigoureux sur la criticité des données. Ouais, bien sûr. Pour avoir accès à tout et n'importe quoi. Mhm. Mais je trouve que ça fluidifie en fait aussi une partie des irritants que peuvent avoir les développeurs. Pas forcément que data engineer. Ouais. Et ce qui m'intéresserait aussi de savoir, là, j'ai pas creusé pour ça, c'est pour deux choses. T'en parlais un tout petit peu par rapport aux accès. Je me demande comment ça se passe au niveau de la gouvernance des données, comment ça se définit. Est-ce qu'il faut que la gouvernance soit directement faite dans les systèmes sources? Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans Trino qui permet en fait de faire la gouvernance? Ça, c'est une question que je me pose. En termes de prix aussi, est-ce que ça va mettre en place? Parce que par exemple, sur Redshift, ou en tout cas on va dire AWS, tu as un coût de sortie de la donnée aussi. Oui. Du système. C'est l'IGRES, la sortie. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. À voir qu'est-ce que ça engendre, ce surcoût. Combien ça va coûter aussi d'exécuter Trino sur les serveurs soit cloud ou les serveurs on-premise. Ça, je me pose la question, c'est quoi la charge C'est sûr que ressources? Si tu es dans un contexte où tu as d'énormes volumes de données, effectivement, faire une requête tous les jours des mêmes données et que tu dois sortir tous les jours la même donnée, il peut y avoir effectivement des cas d'usage où c'est moins intéressant. Moins intéressant que d'avoir son data warehouse
où la donnée est historisée au même endroit et monitorée, missionnée, etc. Après, il faudrait, je pense, limite quelqu'un de chez Sphere ou de chez Starburst pour nous expliquer le top du top de l'utilisation, quel cas d'usage en fait est le plus adapté. Après, je sais qu'ils ont une version SaaS, Starburst Galaxy, où tu as une UI avec du monitoring. Donc je pense que le produit forcément est aussi voué à se développer, avec des features aussi comme dont tu parlais, sur un aspect gouvernance, un aspect test. Donc on pourra en reparler avec des gens qui ont éprouvé aussi le produit, et on pourrait carrément faire un hors-série pour avoir dédié à ça. une démonstration de l'outil. J'ai un peu cherché les concurrents. Et en fait, ils sont assez uniques sur le marché. Parce que tu vas avoir Dremio, mais c'est open source. Et Dremio, ça se branche plutôt sur du bucket, non? Ou ça se branche aussi sur des data warehouse? Ça se branche sur du data lakehouse. Très, très bon sur de l'Apache Iceberg. Tout ce qui est format open, en fait. Et j'ai vu aussi DataStax. Et ça, je connais pas. Plus Stargate. Là, c'est de l'API unifiée pour interroger des bases Cassandra, apparemment. Mais des bases documents. Donc, je m'attendais à avoir honnêtement plus de concurrents. Bon, après, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi. Tu as des gros mastodontes comme BigQuery qui proposent les requêtes fédérées. Mais ça reste quand même moins flexible. Il y a moins de connecteurs. C'est surtout centré sur l'univers Google Cloud. Ils sont bien maqués avec Snowflake aussi. Donc tu peux faire des requêtes fédérées même sur différentes sources. J'avoue, j'ai pas eu le dernier update de tout ce qui était disponible en Federated Queries sur BigQuery. Je sais pas si non, je sais qu'il faut que tu passes par c'est par quoi qu'il faut que tu passes pour je crois qu'il faut déjà que tu aies l'édition entreprise ou un truc comme ça déjà pour pouvoir accéder à ce service-là. Pour pouvoir accéder à des services, enfin des bases externes. Dans c'est encore une. Il faut que tu sois sur une édition, la plus haute édition, je crois, déjà. Donc je crois que la plus haute édition, c'est au moins 2000 balles par mois, un truc comme ça. Juste l'édition en elle-même. Après, tu payes tes slots ou tes et je sais pas avec quoi c'est compatible, j'avoue. C'est compatible avec du Amazon. J'imagine du Azure. Après, je sais pas si c'est compatible avec du Snowflake ou pas. Peut-être que je sais pas. Parce que moi, je fais des Federated Queries. Mais par exemple, avec sur le terrain, c'est que des bases chez nous en Google Cloud. Donc pas que BigQuery. Mais on fait pas en externe. Je veux dire. T'as du Cloud SQL, t'as du BigQuery, t'as du Bigtable. Non, mais je veux dire, tu vois, il n'y a pas potentiellement, on peut donner accès à de la donnée à des partenaires. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Qui sont pas notre entreprise. T'es pas en share. Mais pour l'instant, on le fait pas ça. Et je sais pas dans quelle mesure BigQuery est ouvert. Alors, pour laisser les autres requêter sur tes données. Alors, je trouve que c'est encore peut-être un petit peu différent, mais là, c'est Analytics Hub, je crois, sur BigQuery, qui permet de faire ça. Au final, de faire du data sharing. De connecteur. Je le connais pas, en fait. Parce qu'Analytics Hub, effectivement, c'est que ciblé sur les données BigQuery. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà sur BigQuery, il te partage une table BigQuery que toi, tu vas requêter. Et tu fais des requêtes comme ça. Mais effectivement, je sais pas ce que tu peux faire avec BigQuery pour te connecter sur d'autres systèmes carrément que GCP. Là, et vu que c'est quelque chose que j'utilise très peu, la partie Analytics Hub et Federated Queries, je suis pas le plus à la pointe sur quel connecteur est disponible chez quel
Ouais, je connais pas tout non plus, j'ai juste lu des articles à ce propos. Provider. Ouais. En tout cas, le business model, je trouve, la facilité, en fait, ça répond vraiment à un besoin. Mhm. Donc je pense que la pénétration de marché va être bonne. Ouais. Après, à voir avec une démo potentiellement en live, ça peut être hyper intéressant. Mhm. Ou même via Starburst. Hein. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Peut-être des utilisateurs ou des personnes travaillant chez eux. On avait sélectionné aussi un autre article qui parle de qu'est-ce qu'il faut pour qu'une intelligence artificielle soit prête pour la production. C'est de Monte Carlo, cet article-là. Il partait du principe que c'est facile maintenant de faire des POC IA. Oui, on peut dire que ça va fonctionner avec les données que tu as là sur le tas sans rien industrialiser. Mais au final, quand tu veux passer en production, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que tu as des données qui sont beaucoup plus volumineuses, nombreuses, variées. Tu dois absolument avoir un modèle qui doit vraiment être robuste, qui peut s'adapter à plein de différentes possibilités. Il doit être fiable parce que tu as aussi les clients qui vont l'utiliser. Ça doit être conforme et sécurisé pour respecter aussi les différentes réglementations comme le RGPD en Europe. Il faut que ce soit maintenable, il faut que ce soit scalable et c'est pas toujours évident. Et c'est vraiment, apparemment, elle part du principe que il y a une énorme marche entre le POC et la prod, on va dire MVP. Et donc, on dit que la qualité des données, c'est vraiment primordial et que Monte Carlo, parce que évidemment, elle met l'outil en avant, eux, ce qu'ils font, c'est proposer un cadre AI readiness. Donc, c'est le fait d'avoir un cadre qui permet d'être prêt pour l'utilisation par l'intelligence artificielle. Et elle dit qu'il passe par ce qu'elle appelle une boucle de fiabilité qui a 4 parties. La partie détection, donc c'est-à-dire que tu dois monitorer tes données et surtout remonter une alerte, une dérive quand il y a un problème. Il y a une partie triage pour dire est-ce que là il y a un problème, d'accord, mais est-ce que c'est très grave, urgent, pas grave, en gros évaluer la gravité, pouvoir résoudre le problème. Donc ça a une partie resolve et tu as une partie measure. C'est suivre est-ce que l'implémentation de la solution qui a été trouvée permet de corriger le problème. C'est vraiment d'avoir toute la chaîne monitoring, triage, solution et suivi de la solution pour que les données soient vraiment au top et qu'ils puissent faire tourner une application d'intelligence artificielle en fait dessus. Elle dit bien sûr que ce processus-là, il doit pas être figé mais évolutif. Parce que bien sûr, tu vas peut-être avoir de l'évolution dans les données, donc des cas que tu n'auras pas prévus, il faudra le mettre en place. Peut-être que tu as tes bases de données qui vont évoluer aussi, un schéma différent. Et tu as aussi, pour permettre l'utilisation, elle dit conversational BI, c'est vraiment d'avoir une interface de conversation en langage naturel pour les utilisateurs pour interroger les données. Là, pareil, il faut que tu aies des données de qualité, des metadata aussi de qualité. Sinon, ça va être possible. Voilà, en gros, ce qu'elle a présenté pour Monte Carlo. Je pense que ça, c'est un sujet qu'on parle déjà depuis longtemps. Le fait que les données, c'est le cœur. C'est le nerf de la guerre. La qualité de données, le produit brut, quoi. Ouais. Le produit qu'on manipule, qu'il soit frais, de bonne qualité. Mmh. Et toi, sur la partie monitoring, tu t'en penses quoi? Est-ce que déjà, dans les clients chez lesquels tu as pu travailler, tu as déjà mis en place des solutions de monitoring qui remontent une alerte automatiquement, qui fait éventuellement du triage, etc. Alors, ma première mission, on avait du monitoring, mais pur custom. Ok. On n'avait pas de framework, pas d'outils comme Monte Carlo ou Sifflet. Pur custom pour les parties critiques. Uniquement. Après, sur mon autre mission, c'est pas nous qui faisions le monitoring. Ok, c'est toi qui dev, mais c'est pas toi qui faisais le monitoring. C'est ça. Ok. C'était en fait directement les métiers qui avaient un dev spécifique pour le monitoring. Ok. Qui faisait de la data quality. Ouais. Ok. Ouais. Bon, ça s'appelait pas data quality, mais c'était ça en réalité. Je sais plus comment il disait. Ouais, bref. Et mais du coup, hyper important parce que c'était les données des metrics du réseau du réseau électrique
C'était Enedis. Ok. Donc hyper important le monitoring des données. C'était un peu plus simple parce que c'est des données des équipements. Ouais. Donc de son, des jeux de bardes, etc. Donc assez fiable en fait à la source avec peu de retraitement. Et mon client actuel, alors on a implémenté déjà beaucoup de tests. Ok. Ce qui a été une très grosse avancée. Après sur la partie monitoring, on fait du monitoring du billing, déjà assez avancé. On fait du monitoring sur les métadonnées aussi. Ok. Avec un outil open source, Open Metadata. Ok. Assez intéressant. Après, c'est vrai que je voulais pousser l'aspect monitoring en me basant sur DBT. Malheureusement que j'ai pas pu encore mettre en place. Il n'y a pas de MVP, j'ai juste poké. Et il y a un outil qu'a utilisé Maxime qui s'appelle je sais plus. Bon, pas grave. Mais du coup, c'est un outil très visuel que tu plugs sur tes modèles DBT et ça te permet d'avoir un monitoring complet et poussé ta transformation de données et ta qualité de données. Et c'est un package qui est gratuit sur DBT ou tu as une formule payante? Alors c'est même pas, ils sont même pas maqués avec DBT. Ah, c'est même pas, c'est vraiment un truc à part. Ok. C'est c'est un outil qui est en tout cas fait pour se brancher sur du DBT. Parce que DBT, ce qui est bien, c'est que c'est un framework, donc tout le code est censé être cadré, ce qui facilite en fait le fait de se plugger sur ces modèles DBT qui sont standards et que c'est pas du code artistique sur les quatre coins de ta plateforme. Tout est censé être standardisé et factorisé. Ouais. C'est vrai qu'on en parle d'ailleurs de cet outil. Ok. Quand je retrouverai le nom. Mais c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en place. Un peu déçu, du coup. Ok. De pas avoir pu y toucher encore, mais on verra à l'avenir. Ok. Et pour le dernier article, on va parler, c'est un package Python ou un framework Python qui est PyInfra. Ouais. Je connaissais pas du tout. Moi non plus. Et ce package-là, ou framework, bref, ça permet d'automatiser la partie infra avec Python et sans faire de YAML comme par exemple avec Ansible. C'est ça. Et en gros, derrière, quand on parle d'automatiser l'infra, c'est comment on gère les distributions Linux, les VM, les Docker, etc. Ouais, Qu'est-ce qu'on doit installer sur les différentes machines? En fait, t'as Terraform qui est fait pour créer, modifier, détruire, gérer l'infrastructure. Donc typiquement les machines virtuelles, les load balancers, les serveurs DNS, les VCP, même des tables, des datasets et des tables BigQuery, on peut aller jusque là. T'écris ce que tu veux, donc c'est déclaratif. Après il y a le plan, apply typique de Terraform. Là, PyInfra, c'est vraiment le concurrent d'Ansible, si j'ai bien compris. Où une fois que tu as ton infrastructure qui est construite par Terraform, tu vas faire tout ce qui est installation de paquets, modification de fichiers, de config, gérer les services, déployer les apps. C'est ça. Et comme tu disais, avec Python. Et pas avec ces YAML Ansible. Ouais, c'est ça. Là, en gros, tu vas définir des fonctions avec Python qui vont faire... T'as l'agilité de Python. Ouais, c'est ça. Tu peux utiliser tout ce qui est les conditions, les boucles, les variables Python, tout simplement. Les structures de données, les listes, les dicos. Exactement. Et donc, effectivement, tu peux faire ça en Python pur. En général, le principe derrière, c'est tu dis ce que tu veux, mais tu ne dis pas comment est-ce que tu le veux. Donc, ça montre la puissance. C'est impératif. C'est ça. En fait. Pas déclaratif. C'est ça. Et donc, il y a plusieurs concepts derrière. Tu as la partie inventaire qui permet de lister toutes les machines, la partie opération pour savoir qu'est-ce que tu veux faire sur ces machines, la partie fact qui permet d'extraire les données de ces machines-là, par exemple OS. Et tu as la partie connecteur qui indique comment est-ce que tu veux que PyInfra déploie tout ça. Est-ce que tu veux que ce soit par SSH? Est-ce que c'est du Docker? Est-ce que c'est du local? Bref, tu configures tout ça. Et donc, effectivement, tu as toute la puissance de Python avec ça.
Tu peux dire de plus? Quoi dire de plus? Un petit tips. Ouais. Je connaissais pas du tout PyInfra. Mhm. Et donc, du coup, premier réflexe, c'est que je vais sur PyPy. Ok. Donc, PYPI, pour Mhm. ceux qui ne connaissent pas. C'est le repo de tous les packages. Ouais. Non, pas le repo, mais ouais, c'est la bibliothèque de packages. Ouais, voilà. C'est la grande bibliothèque de tous les packages Python. C'est ça, quand tu veux faire un pip install, en gros, il va se connecter à PyPy et C'est ça. il va télécharger et installer les dépendances. Donc, vous avez la description du projet. Ouais. Et vous avez un petit release history. Mhm. Et vous voyez release les sorties, les mises en production. Avec le numéro de la version et la date. Mhm. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà aller sur la release history. Ok. Et voir à quelle fréquence il délivre. Ouais. Et depuis quand. Ouais. Je regarde aussi. Ouais. Ouais. On pourra même partager l'écran peut-être Mhm. pour ce cas-là, PyInfra. Ouais. Et donc, si je vais tout en bas, je vois que ça a commencé le 001 19 octobre 2014. Waouh. Ah ouais. Tu te dis, OK, le projet est quand même là depuis plus de 10 ans. Ouais. Ça a délivré assez régulièrement. Donc, de 2016, le gars a vraiment charbonné. Quoi, l'équipe. Et il y a eu aussi la version 1.0. J'aime bien moi, voir la première version stable. La version stable, la première version stable 1.0, ouais. Le 11 juillet 2020. Ça a quand même mis 5-6 ans à avoir une version prête pour la prod. Et après, il a fait pas mal de versions. La 2.0, elle arrive en 2021. 2022, pardon, 9 avril 2022, etc. Jusqu'à aujourd'hui, la 3.4, 14 juillet 2025. C'est rassurant. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous proposez un package dans votre mission, chez votre client, faites ça. Quoi, je veux dire, allez pas mettre en prod un truc qui a pas de release depuis 2 ans, qui est avec des fréquences tous les 1 an et demi, ça pue un peu. Après, ce qui peut éventuellement faire peur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul dev dessus, non? Il y a un maintainer Fizadar. Ça peut être dangereux aussi. Mais faut voir aussi aller sur le GitHub. Faut aller sur le GitHub. Mais bonne remarque. Il y a 151 contributeurs. 151 contributeurs. Donc en fait, tu as le maintainer principal. Après, c'est vrai que tu as 151 contributeurs. Ouais, donc ça. Tu te dis, ça va. Ouais. Tu vois, s'ils sont 7, tout de suite, ça fait un peu plus peur. Après, je sais pas. En termes de combien je fixerais le nombre de contributeurs, sachant que pour être contributeur, il suffit de faire un commit. Après, il faut peut-être un peu plus creuser, voir quel est le qui compose le noyau dur en fait, de contributeurs. Ouais. Ceux qui committent je regardais assez régulièrement. Mais tu t'en charges. Mais en tout cas, quand on veut utiliser un package, il y a une analyse à faire forcément avant sur l'historique, sur qui maintient, qui contribue, combien surtout. Parce que si votre package que vous utilisez en prod tombe à l'eau et qu'il n'y a plus de mise à jour, ça fait mal. Bien, merci Axel. On a fait le tour de tous les articles. Si jamais, comme d'habitude, vous souhaitez approfondir certains sujets avec nous, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On se fera plaisir d'y répondre, d'échanger aussi sur LinkedIn, pour trouver nos profils directement. Et puis là, ça va être les vacances. Bonnes vacances du coup. Ouais, à toi aussi. On revient en septembre. Ouais, j'ai plus la date exacte, mais ouais, ça le prochain épisode en septembre. Et puis peut-être durant l'été, il y aura des hors-séries ou des petites surprises. On verra si on peut ou pas. Encore merci. Ouais, salut. Salut.